Donc moi, je suis Gwendoline Munrel, chargée de formation prévention. Je suis l'homologue de Yoengineer avec qui vous étiez la semaine dernière, vendredi dernier. Et donc j'assiste Christine Deguerande aujourd'hui et je serai présente avec vous pour le dernier module aussi qui sera vendredi prochain. Donc Christine Deguerande, je suis ingénieure conseil, référent régional maladie professionnelle et je serai l'animateur de cette formation encore aujourd'hui. Donc, je prends quelques instants pour répondre à une question qui a été posée lors de la première session. Donc, je vais me positionner sur la diapositive en question. Il s'agissait d'une question qui concernait cette diapositive. C'est une fiche d'aide au repérage de l'INRS qui s'appelle une phare, la numéro 2, qui concerne les garages. Et la question était la suivante: est-ce que la fiche phare numéro 2 a été remise à jour depuis 2015 compte tenu des modifications des moteurs diesel? Alors en fait, cette fiche phare, elle repère les gaz d'échappement comme étant des agents cancérogènes avérés et elle décrit des phases d'activité où les gaz sont émis, mais en fait, la composition des gaz d'échappement n'est pas décrite dans cette phare 2. Donc, en fait, elle est restée d'actualité et elle est toujours utilisable, même si elle date de 2015. Donc, n'hésitez pas, hein, s'il y a plus de questions, à les laisser dans le fil de discussion et je les reprendrai en début de troisième session, sans problème. Donc maintenant, nous allons revenir sur le sommaire de la réunion d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des principes généraux de prévention, de l'évaluation des risques, des protections collectives et individuelles, de la formation et de l'information. Alors, pour rappel, nous avons vu ensemble lors de la première session qu'il y avait eu un accident grave au sein du garage Saroul. Le mécanicien Monsieur Leno a été brûlé par de l'acide sulfurique provenant de l'explosion d'une batterie. Nous avons vu que les produits chimiques pouvaient provoquer des effets graves en pénétrant dans le corps humain par trois voies possibles, trois voies de pénétration différentes: la voie respiratoire, la voie cutanée et la voie digestive. Nous avons vu également qu'il y avait des circonstances d'exposition qui pouvaient être différentes via des produits finis, via des émissions, et qu'il pouvait y avoir des expositions aiguës ou chroniques. Madame Dupont, dans son garage, a décidé de mettre en place des mesures immédiates au poste du mécanicien en les équipant de gants et de lunettes pour manipuler les batteries, mais le port de PI ne peut être permanent compte tenu des travaux qui sont effectués par les mécaniciens. Il faut donc rechercher des mesures de prévention collectives efficaces. Ainsi, Madame Dupont a fait du tri dans ses produits chimiques et rangé ce qui restait. Elle en a profité pour mettre à jour ses classeurs de fiches de données de sécurité et a créé un fichier à partir des fiches de données de sécurité, de leur danger, leur quantité, les domaines d'utilisation des produits. C'est ce que nous avons vu ensemble et nous avons également terminé par la signification. Voilà le fichier de Madame Dupont, où elle a enregistré les dangers des produits et nous avons vu également les pictogrammes de danger ensemble. Voilà où nous en étions restés à cette première session. Alors, Madame Dupont a bien constaté, et elle l'a relu dans cette fiche de repérage, que les gaz d'échappement, et en particulier les moteurs diesel, sont des produits cancérogènes et que dans l'atelier aujourd'hui, l'ensemble des salariés sont exposés durant différentes phases, que ce soit le diagnostic ou le réglage du moteur,
Et même lorsque la porte reste ouverte, les gaz d'échappement pénètrent dans les locaux administratifs et elle ressent elle-même l'irritation due à ces fumées persistantes. Pour permettre une évaluation des risques simplifiée, il existe un diagramme qui indique des zones de risque faibles, modérés et forts en fonction de l'exposition et du danger des produits. Pour un danger faible et une exposition faible, donc le danger est en abscisse, l'exposition est en ordonnée, le risque sera faible. Vous voyez ici, il est identifié en vert. Pour un danger fort et une exposition forte, le risque sera fort, ici identifié en rouge sur le diagramme. Pour un danger modéré, une exposition moyenne, le risque sera modéré et identifié en orange. Madame Dupont va donc l'appliquer aux différents risques qu'elle a repérés dans son atelier. Elle a repéré le risque lié au vidange. L'huile de vidange usagée présente un danger aujourd'hui faible, mais l'exposition à ce risque est courante. Le risque reste faible, il est en vert. Quant aux batteries, l'acide sulfurique des batteries est dangereux et l'exposition est aussi courante. Le risque est fort, en rouge. Pour les solvants, l'exposition est forte, le danger modéré. Le risque devient fort. Pour les gaz d'échappement cancérogènes, eh bien, le risque est fort. Elle doit en priorité travailler sur les risques forts. Mais comment s'y prendre? Madame Dupont apprend qu'elle doit appliquer maintenant les principes généraux de prévention. Le premier des principes généraux de prévention, c'est éviter les risques. Éviter les risques, dans le cas des émissions de moteurs diesel, ça signifierait supprimer complètement ce mode de combustion, ce qui est complètement impossible actuellement. Pour les batteries, par contre, plus question de les recharger, celles qui sont trop usagées. Avec Monsieur Dupont, il décide qu'elles seront remplacées et les vieilles batteries éliminées. C'est de la suppression du risque la mesure la plus efficace. Pour Madame Dupont, un des procédés dangereux dans cet atelier, c'est l'utilisation de solvants étiquetés avec le pictogramme « J'altère la santé » et le pictogramme « Inflammable ». C'est sans doute le produit le plus consommé dans le garage. Le risque d'exposition aux solvants est repéré comme un risque fort en rouge sur le diagramme, car le danger est modéré, mais l'exposition est forte. Par exemple, voici comment sont utilisées ces bombes de solvants. Souvent sous forme d'aérosol pour les nettoyants de frein. Monsieur Dupont lui a parlé d'un système de nettoyage à l'aide de produits lessiviels ou bactériologiques, utilisés à l'aide de fontaines fixes ou mobiles. Certains solvants vont donc pouvoir être substitués par cette technique. Mais est-ce que ce nouveau système ne génère pas de nouveaux risques? Elle demande donc au fournisseur de lui prêter l'équipement pour un essai et demande des précisions sur la toxicité éventuelle à l'aide d'une fiche de données de sécurité. Bonne nouvelle, il n'y a aucun pictogramme sur la fiche de données de sécurité du produit lessiviel. Le dégraissage est efficace et instantané grâce à la solution de nettoyage qui décolle les résidus, les huiles d'usinage, la calamine. Comment ce système fonctionne? Il y a une fontaine, il y a une solution de nettoyage à base de tensioactif en numéro 2, et il y a une pastille de micro-organismes en numéro 3. En noir, numéro 4,
la saleté, en 5, des tensioactifs, et les hypoboutons en vert, les micro-organismes. La fontaine biologique, c'est 3 éléments indissociables. Une fontaine qui permet le nettoyage des pièces sales, une solution de nettoyage sans solvant à base de tensioactifs qui décolle les salissures, et une pastille de micro-organismes naturels qui est prévue pour régénérer la solution après dissolution des hydrocarbures. Le principe de la fontaine repose sur ces 3 éléments. Au fur et à mesure que l'on utilise la fontaine pour dégraisser les pièces, la solution de nettoyage se charge en huile et graisse et les particules sont éliminées par les micro-organismes. L'ajout d'une pastille permet en permanence de régénérer la solution en micro-organismes pour qu'elle garde continuellement toute son efficacité. Madame Dupont est ravie. Ce système est simple. Il va falloir vraiment l'acquérir pour éviter d'utiliser toutes ces quantités de solvants. On va pouvoir à nouveau supprimer un risque. Revenons aux principes généraux de prévention à appliquer. Nous avons vu le premier principe, éviter les risques. Le deuxième principe, c'est d'évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Le troisième principe, c'est de combattre les risques à la source. Pour combattre les risques à la source, dans les garages, par exemple, il existe des cabines de peinture qui permettent aux salariés d'être protégés des produits émis pendant l'opération de mise en peinture. Il s'agit là d'une technique d'encoffrement qui consiste à séparer physiquement du produit par des cloisons, des parois, et on sépare le polluant ainsi de l'atmosphère. Actuellement, les risques liés aux gaz d'échappement peuvent être combattus à la source en aspirant grâce à un cône de captage et en rejetant les émissions vers l'extérieur du local. Le captage à la source est une mesure qui permet de canaliser les polluants émis vers une installation d'aspiration pour éviter leur émission dans l'atmosphère de l'atelier. Pour que le système soit efficace et pour limiter les débits nécessaires, cette aspiration se fera au plus près du point d'émission des polluants. L'extraction de l'air pollué sera compensée par un apport d'air neuf. L'air pollué doit ensuite être rejeté en dehors des zones où l'air neuf est apporté afin de ne pas réintroduire de la pollution dans l'atelier. Madame Dupont décide donc que cette mesure de prévention collective sera à mettre en place dès que possible. Techniquement, il faut faire venir un spécialiste du captage et de la ventilation. Ensuite, il faut financer cette installation. Elle sera donc réalisée à moyen terme. Madame Dupont recherche une aide financière et se renseigne sur Airbonus. C'est une aide financière de la CARSAT. Elle permet aux garages de réparation automobile de moins de 50 salariés de bénéficier d'une subvention d'un montant forfaitaire de 50% de l'investissement hors taxe pour l'achat d'un dispositif de captage et d'une ventilation générale mécanisée ou de cabine. Cette aide est plafonnée à 5 000 € pour l'achat d'un système de captage neuf et à 3 000 € pour la rénovation d'un système de captage. La demande de subvention se fait directement en ligne sur le site Net Entreprise en passant par le compte accident de travail maladie professionnelle de l'entreprise. Madame Dupont saisit donc cette offre et remplit sa demande de subvention. Revenons aux principes généraux de prévention. Il faut adapter le travail à l'homme.
Ce point nous rappelle essentiellement qu'il faut bien adapter le travail à l'homme et non l'inverse. Ensuite, il faut tenir compte de l'évolution de la technique. Quand un risque persiste, mais qu'il est techniquement impossible de le réduire, il faut s'attacher à réévaluer régulièrement le risque pour examiner si les progrès de la technique ne permettent pas dorénavant de réduire ou de supprimer ce risque. Parmi les principes généraux de prévention, le numéro 6, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Après avoir réalisé l'évaluation des risques et mis en évidence un risque d'exposition à des agents CMR, c'est-à-dire cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques ou toxiques pour la reproduction, Madame Dupont a bien compris qu'il fallait en priorité essayer de se débarrasser de ces produits très toxiques quand c'est possible. D'ailleurs, c'est une obligation réglementaire. Elle devra garder la trace de ses essais et de ses démarches de substitution. Elle cherche parmi les fiches d'aide à la substitution de l'INRS si certains changements utiles ne sont pas consignés. Mettre en œuvre une démarche de substitution est un véritable projet pour l'entreprise, car il ne faut pas introduire de nouvelles contraintes de fonctionnement et de production. Il faut envisager les nouveaux risques du produit. On peut donc imaginer arriver à des modifications de poste, de travail et à la mise en place de nouveaux équipements ou procédés. Elle sait qu'elle pourra compter sur ses fournisseurs, son organisation professionnelle ou même sur des confrères qui ont peut-être déjà réussi dans ce projet. Quand un agent CMR est repéré sur le lieu de travail, sa suppression, sa substitution s'impose chaque fois qu'elle est techniquement possible. Lors de l'évaluation des risques, le repérage des produits CMR est vraiment une étape clé. Il convient de rechercher systématiquement la présence de ces produits et toute situation de travail susceptible de donner lieu à une exposition. À défaut, les CMR pouvant provoquer des effets sur la santé, même à de très faibles doses, tout doit être fait pour éviter les expositions ou les réduire au plus bas niveau possible et toujours en dessous des valeurs limites d'exposition professionnelle. Pour cela, il faut travailler en système clos, mettre en place d'autres mesures de protection collective, techniques, comme le captage à la source, l'encoffrement, la mécanisation de certaines opérations, et des mesures organisationnelles, comme réduire le nombre de travailleurs exposés à ces produits. Mettre en place des mesures d'hygiène et des mesures d'urgence, et lorsque toutes les autres mesures d'élimination ou de réduction des risques s'avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre, on aura recours au port d'équipements de protection individuelle. Pour des salariés exposés, un suivi médical individuel renforcé est mis en place pendant toute la durée de l'activité professionnelle. Septième principe de prévention, planifier la prévention. Madame Dupont décide de mettre en place des actions de prévention et de planifier leur mise en œuvre. C'est donc ce septième principe général de prévention que vous voyez apparaître sur le diagramme. Il faut maintenant s'attacher à trouver des mesures de prévention collectives plus efficaces que des mesures de prévention individuelles. Outre le captage des gaz d'échappement, son évaluation des risques chimiques fait apparaître les items suivants. Pour diminuer les quantités de solvants, on achètera une fontaine biologique pour nettoyer les pièces. Substituer un produit CMR au secteur peinture par un produit moins dangereux, ça s'avère compliqué. Ça va être plus difficile à mettre en œuvre et il y a des recherches à faire. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir mettre en œuvre des mesures plus simples, peut-être moins coûteuses, et dans un deuxième temps, mettre en place des mesures plus compliquées, plus complexes, qui nécessitent peut-être plus d'investissement.
Madame Dupont a été fortement choquée par la façon dont s'est déroulé l'accident de Monsieur Leno et sur sa propre difficulté à agir. Et sur les conseils du médecin du travail, elle prévoit de faire installer un rince-œil, une trousse de secours facilement accessible, un défibrillateur. Tout ça sera disposé près du téléphone de l'atelier avec les numéros d'urgence indiqués dessus. Elle organise une formation interne secouriste sauveteur du travail pour tous les volontaires de l'atelier où l'utilisation du défibrillateur sera expliquée. Ces actions seront menées au plus vite car elles sont faciles à mettre en œuvre. Voici la planification des actions. Dans un premier temps, il faut faire venir un spécialiste de la ventilation pour aider à mettre en place les cônes de captage et l'installation d'aspiration nécessaires à l'évacuation des gaz d'échappement. Dans un deuxième temps, mettre en place la trousse de secours, ce sera très facile. Dans un troisième temps, acheter une fontaine biologique pour remplacer les sprays de solvants pour les nettoyages de freins. Eh bien, ça demande un peu plus d'investissement et des essais. Ça sera donc à moyen terme. Pour la formation secouriste, on peut prendre un petit peu son temps et la planifier sur les mois qui viennent. Enfin, pour la substitution des produits CMR, ça sera plus long. Il va falloir travailler dans le temps, c'est plus complexe, il faut réfléchir et s'assurer qu'on ne remplace pas un produit dangereux par un autre produit encore plus dangereux. Donc, il faut du temps. Le 8e principe général de prévention, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Le port d'équipements de protection individuelle contre le risque chimique peut être préconisé quand les mesures de protection collective sont insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. Madame Dupont a décidé de recourir à des EPI comme mesure immédiate après l'accident. Rappelez-vous, elle a acheté des gants et des lunettes qu'elle a mises à disposition de ses salariés. Mais elle se rend compte de la difficulté du choix de ces EPI, car les mécaniciens ne sont pas ravis de ce choix. Les évaluations des risques menées dans son garage montrent que la manipulation des batteries ne peut s'effectuer en toute sécurité avec uniquement des mesures de prévention collective. Dans certaines situations de travail, comme le remplacement des batteries, le salarié reste exposé au risque de projection d'acide sulfurique. Le type de gants qui seront utilisés lors des manipulations de batteries, ce seront des gants laminés multicouches. Elle décide toutefois de commander plusieurs types de gants et de les mettre à disposition de ses salariés qui lui indiqueront ceux qu'ils préfèrent. En effet, il faut absolument que les mécaniciens conservent un certain confort et une dextérité. Ce sera donc à eux de déterminer le modèle de gants à retenir. Par la suite, elle leur attribuera 2 paires de gants à chacun et conservera un stock dans sa réserve afin que chacun d'entre eux puisse disposer de gants en bon état lorsqu'il en a besoin. Enfin, le dernier principe de prévention, c'est de donner les informations appropriées aux travailleurs. Lorsque Madame Dupont remet les gants aux salariés, elle en profite pour les informer des risques contre lesquels les gants les protègent, l'acide sulfurique des batteries, et la façon dont il faut les entretenir quand il faut les porter. Chaque salarié devra s'assurer du bon état de ses gants avant chaque utilisation et les mettre au rebut lorsqu'ils ne sont plus en état de les protéger de ces risques. Elle leur montre également comment il faudra les retirer afin d'éviter de se contaminer. L'information des salariés est complétée par une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de pays. Cette formation sera renouvelée aussi souvent que nécessaire. Madame Dupont trouve
sur le site de la CARSAT Bretagne un outil pratique qui lui permet de concevoir des formations et des informations. Ce sont des notices de poste. Ces notices doivent exister pour chaque poste de travail qui expose les salariés à des agents chimiques dangereux. Le plus important est que les fiches de poste soient accessibles et compréhensibles par tous, à disposition près du poste de travail. La fiche doit décrire les phases de travail, reprendre l'identification des risques, indiquer quelles sont les mesures de prévention collective et individuelle, et les consignes de sécurité, notamment concernant l'hygiène du poste et les mesures à suivre en cas d'accident. Cette fiche doit être actualisée autant que nécessaire. Pour Madame Dupont, former ses salariés, les informer sur la prévention, c'est une obligation. En effet, il faut qu'ils connaissent les risques chimiques associés à leur poste de travail, mais il faut également leur donner les moyens de maîtriser leur environnement en les formant et notamment connaître la mise en œuvre des équipements de protection collective et individuelle. Tous les salariés sont concernés, qu'ils soient déjà en poste, lorsque les procédés de travail ou l'organisation changent, qu'ils soient de nouveaux embauchés, des personnes nouvellement affectées à un poste, du personnel temporaire, des sous-traitants, des personnes qui interviennent de façon occasionnelle en entretien ou en maintenance. Le contenu des formations d'information et de formation doit porter sur les aspects suivants. La nature des agents chimiques dangereux au poste de travail et dans l'entreprise, l'utilisation et la compréhension des informations disponibles sur les risques, les étiquettes, les fiches de données de sécurité, le risque d'exposition au poste de travail et les mesures de prévention à adopter qui peuvent être présentées à l'aide de la notice de poste. Enfin, les mesures d'urgence, l'utilisation des dispositifs de secours, la conduite à tenir en cas d'accident et les consignes à respecter, mode opératoire, règles d'hygiène, interdiction d'accès à certaines zones, utilisation des dispositifs de captage à la source et obligation de porter des EPD. Et voilà, nous avons fini ce deuxième module. Nous avons vu ensemble la hiérarchie des moyens généraux de prévention. Il nous restera à voir la fois prochaine quelques outils que nous proposons au niveau de l'assurance maladie pour vous aider dans la prévention des risques chimiques en entreprise et en particulier dans les garages. Je vous remercie pour votre attention et je vous demanderai, si vous avez des questions, de les reporter dans le fil de discussion afin que je puisse y répondre en début de prochaine session. La prochaine session, n'oubliez pas, c'est vendredi 2 avril à la même heure. Merci encore.